Le personnel du centre hospitalier Saint-Bénédicte se figea lorsqu'un berger allemand surgit à travers les portes coulissantes, soulevant dans son sillage un nuage de poussière désertique mêlé à l'odeur âcre de la rue. Le garde de sécurité, M. Franck Delaney, porta la main à sa radio tandis que l'infirmière Cassie Monroe laissait tomber son classeur médical. Le chien, marqué d'une cicatrice à l'œil gauche, le pelage emmêlé collé contre ses côtes saillantes, avançait pourtant avec une précision presque militaire malgré une boiterie prononcée. « Virez-moi cette bestiole d'ici !» hurla quelqu'un à l'accueil, mais Cassie, elle, remarqua ce que le chien tenait dans sa gueule. Un sac poubelle noir qui oscillait doucement alors que l'animal se faufilait prudemment entre les brancards. Coincé entre le bureau du triage et le mur, le chien ne montra aucun signe d'agressivité. Il déposa avec précaution le sac sur le sol, puis recula de 3 pas mesurés, gardant les yeux fixés sur l'infirmière. Cassie s'approcha lentement, ignorant les avertissements paniqués de Franck. Elle s'agenouilla, sa main tremblante se posant sur le plastique. Quand elle entr'ouvrit le sac, son souffle se coupa net. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le brouhaha qui régnait autour d'elle. Ses mains se mirent à trembler. « Quelqu'un prévienne le docteur Avery immédiatement. Laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires en ajoutant la ville d'où vous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. » Ce chien n'avait pas toujours été une ombre errante dans les rues. 8 ans plus tôt, il s'appelait encore Max et portait fièrement les couleurs de l'unité canine du 142e régiment Ranger déployé en Afghanistan. Son maître, le sergent-chef Matthew Callahan, l'avait élevé dès son plus jeune âge. Ensemble, ils avaient découvert des dizaines d'engins explosifs improvisés, sauvant la vie d'innombrables soldats. Max se souvenait encore de l'odeur de la cire à botte, du parfum âcre de la poudre, du poids du gilet tactique sur son dos, et de la main de Matthew, toujours douce, qui gratouillait derrière son oreille après chaque mission réussie. Tout avait basculé un matin lors d'une patrouille de routine dans les environs de l'Ashdan. Une embuscade, une bombe dissimulée sous un tas de gravats. Max avait perçu quelque chose d'inhabituel, mais trop tard. L'explosion projeta le chien à plus de 6 mètres. 2 soldats furent tués sur le coup. Matthew, gravement blessé, fut évacué d'urgence, inconscient. Quant à Max, il fut retrouvé miraculeusement vivant, couvert de sang et de poussière, inconscient lui aussi, puis transféré vers une infirmerie de campagne. C'est là, sans le savoir, qu'il croisa pour la première fois Cassie Monroe. Elle était alors infirmière militaire sur sa dernière mission. Elle n'avait gardé aucun souvenir de ce chien blessé sur lequel elle s'était penchée ce jour-là, sa voix douce accompagnant les gestes, alors qu'elle retirait des éclats de métal de son flanc. Mais Max, lui, avait gardé une trace. Un éclat de voix, une sensation, un lien embryonnaire qu'il ne comprenait pas. Jugé trop traumatisé pour rester en service, Max fut rapatrié aux États-Unis. La promesse de le rendre à son maître fut oubliée dans le chaos logistique des désengagements. Il fut confié à une famille dans la banlieue de Prescott qui ne comprit jamais vraiment ce que signifiait vivre avec un chien revenu du front. Peu après, il s'échappa et disparut. Quant à Cassie Monroe, elle était rentrée chez elle après 3 longues campagnes. À 34 ans, elle portait les séquelles invisibles d'une guerre qui ne l'avait pas seulement blessée physiquement. Son fiancé ne l'avait pas quittée au son des bombes, mais par silence et éloignement, incapable de suivre les failles ouvertes par la distance. En revenant, elle avait découvert qu'elle était enceinte. La grossesse n'avait pas tenu, une fausse couche, et le vide s'était installé. Cassie vivait désormais seule dans un petit appartement de Tampa, murs fins et insomnie fréquente, travaillant de nuit aux urgences de Saint-Bénédicte, hôpital sous-financé du sud de la ville. Le docteur Arthur Avery, surnommé affectueusement Doc par ses collègues, l'avait prise sous son aile dès son arrivée. À 58 ans, cheveux grisonnants et rides du sourire tatoués sur un regard fatigué, 2 divorces derrière lui et une pré-retraite en ligne de mire, il reconnaissait chez Cassie la même dévotion dangereuse qui lui avait coûté tant. Il avait tenté, en vain, de lui apprendre à mettre un peu de distance émotionnelle. L'été en Arizona ne faisait aucun cadeau. En juillet, Phoenix devenait une fournaise. Les riches partaient se réfugier à Flagstaff ou dans les collines verdoyantes de Sedona. Les autres restaient, et Saint-Bénédicte débordait de patients déshydratés, de sans-abri et de victimes de la chaleur. Ce matin-là, à 5h30, le soleil avait à peine commencé à poindre sur les immeubles lorsque Max sortit de sa cachette sous la rampe de chargement d'une vieille supérette nommée Morales Marquette. Ses pattes traînaient dans la poussière. Sa nuit avait été agitée,
hanté par des détonations fantômes que lui seul semblait entendre. 8 ans après le front, les souvenirs l'assaillaient encore sans prévenir. Son rituel matinal ne variait jamais. Il buvait d'abord à la canalisation rouillée derrière le restaurant chinois de la 18e rue. Puis, il effectuait une ronde sur son territoire, 6 blocs d'un quartier ouvrier où les habitants, habitués à sa silhouette fantomatique, lui laissaient parfois de quoi manger. Certains l'appelaient le chien fantôme, pour sa capacité à surgir et disparaître comme une ombre. Peu remarquaient son port altier, presque militaire. Rares étaient ceux qui avaient noté le tatouage effacé dans son oreille. Ce matin-là, c'est la faim qui guida ses pas vers les poubelles derrière l'immeuble Sunset Glen. Un complexe délabré où l'on trouvait parfois des restes encore bons selon ses critères. Mais alors qu'il s'apprêtait à fouiller entre les sacs, une odeur inhabituelle le figea. Sang, accouchement et nourrisson. Le cœur de Max s'emballa. Il s'approche lentement, ses pattes traînant à peine dans la poussière, son regard fouillant l'ombre derrière le conteneur. L'odeur était indiscutable, de la vie fragile, à peine allumée, à demi recroquevillé dans un sac poubelle noir déchiré sur le côté. Il trouva ce qu'il cherchait. Un nouveau-né, une fille, encore reliée à un cordon ombilical sommairement noué. Enveloppée dans une serviette tachée de sang, la peau déjà prise d'une teinte bleutée, elle ne bougeait presque plus. Max connaissait ce silence. Il l'avait vu, trop souvent, celui qui précède la fin. Il avait senti trop de corps s'éteindre pour ne pas comprendre, mais là, quelque chose, une lueur, un murmure dans sa mémoire, l'empêcha de tourner les talons. Ce n'était pas un ordre militaire, pas une commande apprise. C'était plus profond, plus viscéral, un instinct, un devoir. Il renifla le sac, s'assurant que la petite respirait encore, à peine un souffle, à peine un murmure. Il saisit délicatement un pan du plastique dans sa gueule et aussi sûrement que s'il avait transporté un explosif à désamorcer, il commença à marcher, lentement, résolument. Le poids du sac n'était rien comparé à l'équipement militaire qu'il avait autrefois porté. Mais la responsabilité, elle, lui pesait comme jamais. Il savait où aller. Depuis 3 ans qu'il errait dans les rues de Phoenix, Max avait appris la carte de la compassion humaine. Il connaissait les hôpitaux, les cliniques, les abris. Saint-Bénédicte se trouvait à une 20aine de blocs. Il y était déjà passé, plus d'une fois. Le soir, il observait les ambulances entrer et sortir, restait dissimulé dans l'ombre, regardant les blouses blanches s'agiter comme dans un souvenir brumeux. Il y avait quelque chose de familier, de rassurant. Le chemin serait long, truffé d'obstacles. Il faudrait traverser des avenues dangereuses, éviter les humains hostiles, ignorer la douleur dans sa hanche, là où l'éclat d'obus avait laissé sa marque. Mais Max avait une mission, et cela suffisait. Il emprunta les ruelles quand c'était possible, contournant les groupes de sans-abri et les chiens errants. La chaleur montait déjà, l'air devenait lourd. Sur la 12e avenue, il s'arrêta prudemment à un passage piéton. Il attendit que le signal passe au vert. Une femme à l'arrêt de bus voisin le remarqua et haussa un sourcil. « Ce chien, il attend le feu vert ?» À 6 pâtés de maison de l'hôpital, le silence du sac lui serra le cœur. La petite ne faisait plus de bruit. Il accéléra l'allure, ignorant la brûlure dans ses pattes. À l'angle de South Pierce et Monroe Street, un facteur le vit passer, un sac dans la gueule. « Et ce chien, il transporte quelque chose ?» Max ne s'arrêta pas. Son souffle se faisait court, mais ses yeux restaient fixés sur l'objectif. La mémoire revenait par flash. Des tentes médicales, une main douce sur son flanc, une voix féminine murmurant des encouragements. Il ignorait d'où cela venait exactement. Il savait juste que Saint-Bénédicte était un lieu sûr. 2 rues plus loin, un groupe d'adolescents en skate surgit à pleine vitesse. L'un d'eux heurta légèrement Max de sa planche, le faisant vaciller. Il réussit à garder sa prise sur le sac mais dut bondir dans la circulation pour éviter d'être percuté. Un taxi pila, klaxon à fond. « Sale clébard !» hurla le chauffeur. Max s'éloigna sans répondre, son cœur battant comme un tambour. Enfin, les portes automatiques de l'hôpital furent en vue. Un couple âgé sortait du bâtiment. Max attendit, analysant la situation. Puis, dès que les portes s'ouvrirent, il se glissa entre les jambes de l'homme et pénétra dans le hall climatisé. Le choc du carrelage froid sous ses coussinets encore brûlants le fit frissonner. Mais il continua d'avancer, indifférent aux cris. « Un chien ! Il y a un chien ici !» cria la réceptionniste se levant de son siège. Le garde Franck Delaney, café à la main, faillit s'étouffer. Max ne flancha pas. Il suivit l'instinct, guidé par une mémoire ancienne. Il évita les couloirs principaux, s'engagea dans une aile plus calme, contourna les chariots de linge et les chaises roulantes.
L'odeur de désinfectants, de souffrance et de médicaments lui fit monter des images floues à la surface. Il tourna dans un salon réservé au personnel infirmier. 3 soignantes discutaient autour de gobelets en carton. 2 se levèrent d'un bond, alarmées. « Dégage !» cria l'une d'elles, mais la 3e ne bougea pas. Elle avait les cheveux au burn attachés à la hâte, des cernes profonds sous les yeux. Et elle le fixait, longtemps, intensément. Cassie Monroe, elle ne vit pas un chien errant. Elle vit autre chose, une lueur d'intelligence, une intention, une posture. « Attendez !» dit-elle doucement à ses collègues. Elle se leva lentement, avançant d'un pas. Max la laissa approcher. Lorsqu'elle fut à moins d'1 mètre, il déposa le sac à ses pieds avec une délicatesse presque surnaturelle, puis recula de quelques pas restant parfaitement immobile. Cassie s'agenouilla, elle ouvrit le sac d'une main tremblante et son souffle se coupa. Un bébé, une toute petite fille, presque inerte, les lèvres bleuies, le cordon encore attaché, grossièrement ligaturé par un lacet de chaussures. Elle était glacée. « Mon Dieu !» souffla Cassie. Les années de formation prirent le dessus. « Alertez la réa ! Appelez le docteur Avery et l'équipe de néonatologie. Tout de suite. » La pièce s'emplit instantanément d'un chaos organisé. L'infirmière Nancy, plus âgée, se précipita vers le téléphone mural pendant que Tyler, un jeune infirmier en formation, fila en courant vers le service d'urgence. Cassie, elle, resta agenouillée auprès du nourrisson, le cœur battant à s'en briser les côtes. Elle souleva délicatement la petite fille hors du sac poubelle, la pressa contre sa poitrine pour tenter de lui transmettre un peu de chaleur humaine. La peau du bébé était froide, trop froide pour un mois de juillet à Phoenix. « Reste avec nous, ma petite », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tiens bon ?» En l'espace de 2 minutes, l'équipe de soins intensifs était là, conduite par le docteur Arthur Avery, qui passa de l'irritation à l'urgence totale en apercevant le bébé. « Où est la mère ?» demanda-t-il. Cassie, sans lâcher le regard du nourrisson, hocha doucement la tête vers le coin de la pièce. « Ce chien, il l'a apporté. » Avery ne perdit pas de temps à poser des questions. « Emmenez-la à la néonat, stat. On commence tout de suite les protocoles de réchauffement, perfusion hilar, glucose, antibiotiques. Appelez la sécurité et la police. » Alors que l'équipe s'éloignait, Cassie hésita. Quelque chose la retenait. Elle se retourna vers le chien, toujours là, toujours silencieux, observant chaque mouvement, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait, comme s'il attendait. Le garde Frank Delaney entra dans la salle à ce moment-là, radio en main. « C'est lui, le chien qui est entré. J'appelle la fourrière. » Cassie se redressa lentement, gardant son regard fixé sur Max. « Attendez, il a sauvé la vie de ce bébé. » Frank plissa les yeux. « Il est errant, Cassie. Probablement dangereux. » Mais le chien ne bougea pas d'un poil quand elle s'approcha. Au contraire, il abaissa légèrement la tête, acceptant son contact. Cassie tendit la main, la posa doucement sur son front. Aucun grognement, juste cette immobilité parfaite. Quand ses doigts glissèrent derrière son oreille, elle sentit quelque chose, une zone rugueuse. Intriguée, elle écarta les touffes de poils emmêlés et découvrit une série de chiffres tatoués. Et un symbole qu'elle connaissait par cœur, celui du programme militaire de chiens de guerre. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « C'est un chien militaire, murmura-t-elle, Afghanistan probablement, regardez ce tatouage. » Frank, bien que prudent, s'approcha d'un pas. Comment un chien militaire se retrouve dans les rues de Phoenix? Cassie fouillait sa mémoire, des fragments remontaient. Un chien blessé, un hôpital de campagne, une explosion. Elle secoua la tête. « Je dois vérifier l'état du bébé. Ne laissez personne l'emmener tant que je ne suis pas revenu. » Frank soupira, mais acquiesça. 21 minutes, Cassie. Après ça, j'appelle les services animaliers. À l'étage, dans l'unité de néonatologie, l'atmosphère était tendue mais concentrée. Les alarmes étaient prêtes à se déclencher à tout moment. Des couvertures chauffantes entouraient le nouveau-né. Des lignes intraveineuses étaient posées avec une précision chirurgicale et un respirateur l'aidait à prendre les premières inspirations qui lui étaient nécessaires pour survivre. Le docteur Avery supervisait tout avec l'efficacité redoutable d'un homme qui avait vu trop d'enfants se battre pour vivre. « Comment va-t-elle » demanda Cassie en entrant. « Critique mais stable » répondit Avery sans lever les yeux. « Température centrale à 31 degrés, 1 heure de plus dehors et c'était terminé. » Il jeta un coup d'œil vers elle. « La police arrive. Où est la mère ?» Cassie secoua la tête. « On ne sait pas. Le chien a transporté le bébé ici, dans un sac poubelle. » Avery fronça les sourcils. « Un chien errant ?» Cassie hocha la tête. « Pas n'importe quel chien, il est tatoué. Programme militaire. » À cet instant précis,
2 officiers de police pénétrèrent dans l'antichambre de la néonatologie. L'un d'eux, un homme aux épaules larges et aux cheveux poivre et sel, s'approcha d'un pas mesuré. « Je suis l'inspecteur Daniel Reyes. Voici mon adjointe, l'agente Nina Hall. Vous avez trouvé un bébé abandonné ?» Cassie et le docteur Avery racontèrent les circonstances. L'inspecteur Reyes resta stoïque, mais l'agente Hall semblait ne pas y croire. « Un chien a apporté un nourrisson dans un sac poubelle ?» Avery acquiesça. Et la sécurité a les images de surveillance. Le chien est entré à 6h43, il portait clairement le sac. Reyes se tourna vers Cassie. « Où est ce chien maintenant ?»« En bas, avec Frank. Il ne montre aucun signe d'agressivité. C'est un chien militaire, il a un tatouage dans l'oreille. » Cela sembla capter l'attention de l'inspecteur. « Intéressant. En général, ces chiens sont rendus à leurs anciens maîtres ou placés dans des foyers spécialisés. Si celui-là est dans la rue, quelque chose s'est mal passé. » Cassie acquiesça. Elle sentait que cette histoire ne faisait que commencer. Une voix paniquée interrompit leur échange. Une infirmière surgit dans la pièce. « Docteur Avery, la tension du bébé chute à nouveau. » En un instant, tous redevinrent professionnels. Mais Reyes posa une main sur l'épaule de Cassie. « Nous devons voir ce chien et l'endroit où il a trouvé l'enfant. Et surtout, le sac. Il est désormais une pièce à conviction. » Cassie guida les 2 officiers jusqu'au poste de sécurité au rez-de-chaussée. En entrant, elle fut soulagée de voir que Max était toujours là, assis sagement à côté du bureau de Frank Delaney. Le garde de sécurité releva la tête de ses écrans avec un air surpris. « Il n'a pas bougé d'un poil, dit-il. C'est comme s'il attendait un ordre. » L'inspecteur Reyes s'avança lentement, main visible, observant la posture du chien. Max ne montra aucun signe d'hostilité. Il ne cligna même pas des yeux. « Regardez-moi ça !» murmura Reyes. « Il est toujours en service. » L'agente Hall, restée plus en retrait, demanda « On appelle la fourrière ?» Reyes fit non de la tête. « Pas tout de suite. Je veux vérifier quelque chose. » Il sortit son téléphone et s'accroupit doucement pour prendre plusieurs clichés de Max, notamment de l'intérieur de son oreille où figurait le tatouage. Il se releva ensuite et lança à voix basse « J'ai un contact au programme militaire canin. On va lui envoyer ça. » Pendant qu'il s'éloignait pour passer son appel, Cassie s'agenouilla à côté de Max. Elle le regarda droit dans l'œil. Quelque chose chez lui donnait le sentiment qu'il essayait de lui dire quelque chose, qu'il portait bien plus qu'un simple acte héroïque. Quand elle effleura son flanc, Max ne broncha pas. Au contraire, il s'inclina très légèrement contre sa main. Une cicatrice, ancienne mais profonde. Un frisson remonta le long de la colonne de Cassie. Ce chien avait traversé l'enfer. « Tu l'as sauvé ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. « Comment as-tu su quoi faire ?» Reyes revint avec son téléphone. « Bingo ! Mon contact a identifié le tatouage. Ce chien s'appelle Max. Il a été déployé en Afghanistan en 2015 avec le 142e régiment. Son maître était le sergent-chef Matthew Callahan. Il a été déclaré porté disparu après une attaque à l'explosif en 2017. » Frank, resté à distance, fronça les sourcils. « Un chien porté disparu ?» Reyes haussa les épaules. « Ça arrive. Certains sont tués sur le coup, d'autres s'échappent et ne sont jamais retrouvés. Mais celui-ci, manifestement, a survécu. Et il est rentré, d'une manière ou d'une autre. » Cassie sentit le sol se dérober un instant sous ses pieds. « J'étais en Afghanistan cette année-là, dans un hôpital de campagne au sud de Ghazni. » Elle fixa Max. « J'ai assisté à une opération sur un chien militaire blessé par des éclats d'obus. Je me souviens vaguement, il avait été projeté dans une explosion. Il était à moitié conscient, mais il tentait encore d'obéir. C'était bouleversant. À cet instant, son bip médical vibra contre sa hanche. Elle le consulta et blêmit. « La néonate a besoin de moi tout de suite. » Elle se tourna vers Reyes. « Ne laissez personne emmener ce chien, je vous en prie. » L'inspecteur hocha la tête. « Je vous le promets. » À l'étage, la tension était palpable. Le bébé, désormais surnommé temporairement Baby Jane par l'équipe, avait de nouveau chuté en pression artérielle. Les médecins redoublaient d'efforts. Cassie franchit la porte de la salle stérile avec un professionnalisme froid. Son cœur battait la chamade, mais ses gestes restaient sûrs. Moniteur, perfusion, injection. Petit à petit, le rythme cardiaque du nourrisson reprit un tempo plus régulier. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle au docteur Avery. Il ne répondit pas immédiatement. Il pointa simplement du menton vers l'infirmière en chef qui s'approchait, tenant une tablette. « On a fait les examens sanguins standards », expliqua cette dernière. « Il y a un détail intéressant. Le bébé est du groupe sanguin B négatif. C'est plutôt rare. » Cassie hocha la tête sans y prêter trop d'attention. «
Mais l'infirmière ajouta « C'est aussi votre groupe sanguin ». Cassie cligna des yeux. « Oui ? Et alors ? Ce n'est peut-être rien, mais il y avait une note dans le sac poubelle. Les policiers ont récupéré l'original, mais ils nous ont transmis une copie. » L'infirmière tendit une feuille à Cassie. Un simple morceau de papier, froissé, écrit à la main. Son nom est Hope. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un qui l'aimera. Je n'y arrive plus, je suis désolé. Cassie sentit ses jambes vaciller. Le nom, le ton, le désespoir. Elle sortit de la salle, la feuille tremblante dans la main. Elle s'assit dans l'un des couloirs vides du service, Max à ses pieds, toujours là, toujours en veille. Il leva la tête vers elle comme s'il sentait que quelque chose d'important venait d'être découvert. Cassie ne savait plus ce qui la bouleversait le plus. Ce bébé fragile qui luttait pour survivre, ou ce chien rescapé de guerre qui semblait avoir tout compris avant tout le monde. Ce soir-là, bien après la fin de son service, Cassie n'était toujours pas rentrée chez elle. Dans une petite salle de repos attenante à la néonatologie, elle s'était assise sur un vieux canapé au ressort fatigué, scrutant le plafond sans vraiment le voir. À ses pieds, Max veillait toujours imperturbable. L'hôpital avait autorisé sa présence, provisoirement, à condition que Cassie signe une décharge complète. Le docteur Avery avait pesé de tout son poids pour convaincre l'administration, juste jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il fait ici, avait marmonné le directeur d'un ton agacé. Mais Max ne posait aucun problème. Il ne s'éloignait jamais de Cassie. Il la suivait dans les couloirs, restait couché dans les coins des pièces de soins, silencieux et alerte. Les patients, le personnel, même les visiteurs, semblaient instinctivement respecter sa présence. Un mélange de crainte et de fascination. Il ne portait ni harnais ni médaille, mais il dégageait une autorité naturelle que personne n'osait remettre en question. L'inspecteur Reyes était reparti plus tôt dans l'après-midi, après avoir mené un premier repérage autour du complexe d'appartements Sunset Glen. Il avait promis de revenir avec des mises à jour. Entre-temps, Cassie avait elle-même contacté plusieurs anciens collègues de l'armée, cherchant des informations sur Max, sur Matthew Callahan, sur cette explosion en 2017. Beaucoup de dossiers étaient scellés ou incomplets. Trop d'années s'étaient écoulées, mais un souvenir persistait dans son esprit. Un chien couché sur une table de fortune, haletant, les yeux embués, mais refusant de lâcher le regard du soldat qu'il n'arrivait plus à rejoindre. Ce soir-là, la réalité se tordait. Cassie regardait Max comme on regarde un fragment vivant du passé. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser « Pourquoi est-il revenu ici ? Pourquoi maintenant ?» Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. Le docteur Avery entra, visiblement épuisé mais l'air soulagé. « Elle est stable », annonça-t-il. « Respire seule depuis 1 heure, les constantes s'améliorent. On n'est pas tiré d'affaire mais c'est encourageant. » Cassie hocha la tête, les yeux toujours posés sur Max. « Elle s'appelle Hope », murmura-t-elle. Avery s'arrêta. « Tu veux dire, c'est ce qui était écrit dans la note ?» Cassie montra le papier toujours plié dans sa poche. « Oui, et il y a autre chose. » Elle lui raconta ce que l'infirmière avait dit sur le groupe sanguin, sur la coïncidence, mais aussi sur son intuition grandissante que ce n'était pas un hasard si Max l'avait trouvé, elle. Avery s'assit lentement. « C'est fou, mais je ne peux pas dire que je n'y crois pas. » Puis il ajouta d'une voix plus grave. « Reyes m'a appelé. Ils ont retrouvé un corps, dans un appartement de Sunset Glen. Une jeune femme, apparemment un suicide. » Cassie sentit le monde basculer. « Comment savent-ils que c'est lié ?» Avery la fixa. Elle avait accouché récemment. Et elle travaillait ici. Infirmière, service pédiatrie, nom Jennifer Lawson. Cassie se leva d'un bond. Jennifer, mais je la connaissais à peine. Elle était douce, discrète, toujours volontaire pour les gardes difficiles. Avery hocha lentement la tête. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Elle la cachait à tout le monde. La révélation lui tomba dessus comme une chape de béton. Jennifer, une collègue, une femme qu'elle avait croisée des dizaines de fois sans jamais soupçonner ce qu'elle traversait. Et cette note, cette écriture, tremblante, son nom est Hope. Un technicien du laboratoire arriva à ce moment précis avec une tablette. « On a les résultats du test sanguin du bébé », annonça-t-il. « Rien d'anormal à part, une correspondance génétique partielle. » Cassie fronça les sourcils. « Une correspondance ?» Le technicien hocha la tête. « Oui. On a croisé son ADN avec celui des employés de l'hôpital pour tenter une identification. Et il y a une parenté au second degré. Avec vous, le silence s'épaissit dans la pièce.
Cassie se sentit soudain projetée en arrière, 9 ans plus tôt, dans un dortoir militaire à Al-Udeid. Elle avait eu une liaison brève, sans lendemain, avec un médecin d'une autre unité. Jamais reparlé. Elle n'en avait même pas gardé le nom, à vrai dire. Mais l'idée s'imposa comme une évidence glacée. Jennifer pourrait être la demi-sœur de mon enfant perdu ? Avant qu'elle n'ait le temps d'y réfléchir davantage, Reyes entra à nouveau, accompagné d'un adolescent trempé par la pluie, un sac à dos serré contre sa poitrine. Il dit que Jennifer lui a donné ça. Le garçon, frêle, l'air terrifié, tendit une boîte en plastique transparente. À l'intérieur, un ordinateur portable et plusieurs carnets. Elle m'a dit de les apporter si jamais quelque chose lui arrivait, expliqua-t-il. Elle a dit de ne pas les donner à ses parents. Reyes prit la boîte avec précaution. C'est une preuve capitale. Merci, fiston. Puis il se tourna vers Cassie. Elle vous faisait confiance, plus que sa propre famille. Et apparemment, elle savait que ce chien vous trouverait. Max leva les yeux vers Cassie, silencieux, présent, comme s'il attendait la suite. Les heures qui suivirent furent une plongée dans les pages d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Dans la salle de conférence vide de l'hôpital, éclairée par une lumière blafarde venue d'un néon clignotant, Cassie, Reyes et l'agent Hall se penchèrent sur les carnets de Jennifer Lawson. Écrits serrés, parfois hâtifs, parfois tremblants. Des pensées brisées d'une jeune femme dévorée par l'angoisse, par la peur d'être jugée, par la honte d'un passé qu'elle ne comprenait plus elle-même. « J'ai fait une erreur », disait un passage. « Une nuit, il y a 2 ans, après une garde de 18 heures, j'ai dit oui à quelqu'un. Il était gentil. Je croyais pouvoir oublier un peu. Mais après ça, j'ai paniqué. J'ai caché la grossesse à tout le monde, même à lui. » Reyes commenta à voix basse. Elle parle d'un homme, un vétéran, ancien du 142e régiment comme le maître de Max. Elle n'a jamais noté son nom, mais elle donne une description. Barbe brune, tatouage sur l'avant-bras gauche, accent du sud. Il ouvrit le carnet suivant. Et ici, elle mentionne une photo. Ils allumèrent l'ordinateur, branché sur secteur. Le fond d'écran montrait Jennifer, souriante, tenant un petit chiot brun. Un fichier était nommé « Ne pas ouvrir si je suis encore en vie ». Reyes jeta un regard à Cassie. Elle hocha la tête. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des vidéos. Jennifer y parlait face caméra. Le premier enregistrement montrait une jeune femme aux traits tirés, les yeux rougis, mais une voix posée. « Si quelqu'un regarde ça, c'est que je n'ai pas eu la force de continuer. Je suis désolé. Pas pour moi, mais pour elle, pour Hope, ce bébé que je n'ai pas eu le courage d'aimer assez fort. Je voulais qu'elle vive, mais je savais que je n'étais pas la bonne personne. » Elle marqua une pause. Il y a une femme à l'hôpital. Une ancienne militaire. Elle a ce regard, cette force tranquille. Elle s'appelle Cassie. Si Max la trouve, elle comprendra. Elle saura quoi faire. À cet instant, Cassie sentit ses mains trembler. Le nom, le chien, tout s'imbriquait. Elle n'avait jamais parlé longuement avec Jennifer, à peine quelques échanges sur les plannings, une tasse de café partagée en salle de repos. Et pourtant, cette jeune femme lui avait confié ce qu'elle avait de plus précieux. Sa fille. « Elle vous a choisi ?» souffla Reyes, comme pour mettre des mots sur ce que tous ressentaient. L'agent Hall, restée plus discrète, examina le tatouage sur l'avant-bras d'un homme apparaissant dans l'une des vidéos floues. « Attendez, ce symbole-là, c'est l'emblème de l'unité des éclaireurs canins. » Elle pianota sur son téléphone, puis montra l'écran à Reyes. « Sergent Matthew Callahan, disparu en 2017. C'est lui, pas de doute. Ce serait... » Cassie hésita. Ce serait le maître de Max. Et le père de Hope, Reyes hocha lentement la tête. On va devoir confirmer par un test ADN. Mais tout concorde. Le silence s'abattit dans la pièce. Puis Cassie demanda, presque en chuchotant, et s'il était toujours en vie. La question plana dans l'air, à la fois folle et terriblement possible. Max s'était échappé, avait survécu. Pourquoi pas lui ? L'idée semblait improbable, mais plus rien ne paraissait impossible dans cette histoire. Reyes se leva. « Je vais contacter le bureau des anciens combattants et quelques contacts au Pentagone. Si Callahan est de quelque part, même sous un autre nom, je le retrouverai. » Les jours suivants furent marqués par l'attente. Hope se remettait lentement. Sa température se stabilisait, ses petits doigts retrouvaient une certaine couleur. Chaque matin, Cassie se rendait à son chevet, toujours accompagnée de Max. Les infirmières avaient fini par lui laisser une couverture à son nom dans un coin de la salle de repos. Il dormait près de la couveuse, la tête tournée vers le bébé, comme s'il montait la garde. La nouvelle de ce chien héroïque avait fini par s'ébruiter. Une journaliste locale obtint une interview avec Cassie, diffusée sur une chaîne du soir. L'histoire fit rapidement le tour des réseaux. Un chien de guerre retrouvé après 3 ans sauve un bébé abandonné.
Les messages d'admiration affluaient. Et parmi eux, un mail, perdu au milieu des autres, attira l'attention de Reyes. Objet, je crois que je connais ce chien. L'expéditeur s'appelait Samuel O'Neill, ancien soldat. Il disait avoir vu un chien identique dans une petite ville du Nouveau-Mexique, à Timberlake, il y a un an. Il parlait aussi d'un homme avec une démarche bancale, une barbe mal rasée, qui vivait dans une cabane isolée près des anciennes mines. Il parlait peu, mais il avait toujours une balle de tennis dans la poche. Il disait « Celle-là, c'est pour Max. S'il revient, il saura que je l'attendais. » Reyes n'attendit pas. Il monta dans sa voiture dès l'aube, accompagné de l'agente Hall. En partant, il s'arrêta devant l'hôpital et regarda Max à travers la vitre. « Si on le retrouve, je te promets qu'on vous réunira. » La route vers Timberlake traversait un désert aride, où le vent balayait des kilomètres de silence. L'inspecteur Reyes gardait les yeux rivés sur l'horizon, tandis que l'agente Hall consultait les quelques notes transmises par Samuel O'Neill. Rien de concret, mais assez pour entretenir l'espoir. Un chien repéré plusieurs fois à la lisière des bois, un homme vivant seul, toujours armé, toujours distant. Aucun voisin ne connaissait son nom. Il payait ses courses en liquide et parlait rarement. Mais dans une station-service, il avait laissé entendre à un employé qu'il attendait quelqu'un de spécial. Reyes accéléra. Il y avait quelque chose dans tout ça qui collait. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Bénédicte, Cassie veillait une fois de plus au chevet de la petite taupe. Le bébé avait ouvert les yeux ce matin-là. Juste un instant. Un clignement, un regard trouble. Mais suffisant pour bouleverser Cassie. Le lien qui s'était tissé entre elles était bien plus qu'un simple devoir de soignante. Chaque jour, chaque battement de cœur était une victoire. Et Max, fidèle sentinelle, ne quittait pas sa position près du berceau. Certains membres du personnel le considéraient presque comme une mascotte. Mais pour Cassie, il était bien plus un messager, un gardien. Une âme revenue des ténèbres pour rectifier quelque chose. Et peut-être pour boucler une histoire inachevée. Reyes et Hall atteignirent Timberlake peu après midi. Une ville aux allures de mirage perdue entre les roches rougeâtres et les forêts clairsemées. Ils trouvèrent Samuel O'Neill dans un petit bar à l'entrée de la ville, assis près du jukebox. Un homme massif, aux cheveux grisonnants et au regard direct. « Je vous attendais » dit-il sans préambule. Il leur indiqua un chemin de terre, à l'écart, menant à une série de cabanes abandonnées. Il vit là. Il se fait appeler Jake. Mais je suis presque certain que c'est pas son vrai nom. Il y a quelque chose dans sa manière de marcher. Et puis cette cicatrice sur sa tempe, c'est un soldat, ça se voit. Le chemin était chaotique, envahi par les ronces. Reyes descendit de voiture à mi-parcours et continua à pied. Au bout de la piste, il aperçut une cabane en bois, au toit penché, un vieux drapeau américain décoloré flottant à peine. Un bruit, une silhouette sur le perron. L'homme leva la tête, une main sur une béquille improvisée. Il portait une barbe fournie, des vêtements élimés, et ses yeux clairs scrutaient l'horizon avec méfiance. Reyes s'approcha, les mains levées. « Monsieur, je ne suis pas là pour vous causer du tort. Je viens à propos d'un chien. » L'homme resta silencieux, mais son corps se figea à la mention de ce mot. « Il s'appelle Max, » continua Reyes. « Il a été retrouvé il y a quelques jours à Phoenix. Il a sauvé un bébé abandonné. Il nous a conduits à vous. » Un silence, puis dit d'une voix rauque. « Max ?» Reyes s'approche un peu plus. « Vous êtes le sergent Matthew Callahan ?» L'homme secoua la tête, comme s'il luttait avec lui-même. Il semblait vouloir nier, mais son regard s'embua. Finalement, il murmura « Je l'ai cherché pendant 3 ans. J'ai marché des centaines de kilomètres. J'ai dormi sous la pluie. J'ai cru l'apercevoir dans des rêves. Mais j'ai jamais pensé qu'il reviendrait. » Il s'assit lentement sur les marches du perron. « J'ai été blessé lors d'une mission. Ils ont cru que j'étais mort. Je me suis réveillé dans une clinique sans papier, trop loin de tout. J'avais plus rien, et personne pour me reconnaître. Alors j'ai disparu. » Reyes s'assit à côté de lui. « Il ne vous a pas oublié. » Matthew passa une main sur son visage. « Il est vivant ? » ?»« Oui. Et il a fait plus que survivre. Il a sauvé une vie. » Pendant ce temps, à Phoenix, Hope dormait paisiblement, son petit cœur battant fort, comme un tambour miniature. Cassie, émue par les nouvelles qu'elle venait de recevoir par téléphone, posa doucement sa main sur le berceau. « On va retrouver ton père », murmura-t-elle. Max releva la tête. Il sembla comprendre, comme s'il savait que la boucle allait enfin se refermer. Le retour vers Phoenix se fit dans un silence chargé d'émotions. Matthew Callahan, assis à l'arrière du SUV, fixait le paysage qui défilait, les mains tremblantes. Il n'avait pas parlé depuis qu'il avait accepté de les suivre.
Ni Reyes ni Al n'avaient cherché à forcer les mots. Ils savaient. Il fallait laisser du temps à cet homme, brisé mais vivant, pour se reconnecter avec le monde qu'il avait quitté. Ce monde dans lequel un chien, son chien, l'avait cherché à sa manière et où une inconnue, une infirmière qu'il ne connaissait même pas, avait tenu sa promesse sans qu'il le sache. En approchant de la ville, Matthew demanda enfin d'une voix grave et lente « Est-ce qu'il va bien ?» Reyes jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Il vous attend. Il n'a pas quitté l'hôpital depuis qu'il est arrivé. Il veille sur le bébé. Elle aussi, elle va mieux. » Matthew tourna la tête vers la vitre. Elle, une petite fille, abandonnée par sa mère. Max l'a trouvée et l'a portée jusqu'à la salle d'urgence. Il l'a déposée là, au pied d'une infirmière, et depuis, il ne l'a plus quittée. Matthew ferma les yeux. Un filet de larmes glissa sur sa joue. Même après tout ce temps, il se souvient. Arrivé à Saint-Bénédicte, Reyes guida Matthew à travers les couloirs. Chaque pas semblait alourdi par l'attente, par l'appréhension. Puis, à l'entrée du service néonatal, ils s'arrêtèrent. Cassie les attendait debout devant la porte vitrée. Elle croisa le regard de Matthew. Pas de peur, pas de doute, juste cette reconnaissance instinctive, cette confirmation muette, c'est lui. Avant qu'il n'ait le temps de parler, Max surgit du fond de la salle. Le silence se brisa, remplacé par le bruit précipité de ses pattes sur le sol. Il s'élança, fendit le couloir et s'arrêta à 2 mètres de Matthew. Un instant suspendu, puis lentement, il s'approcha, posa sa tête contre la jambe de l'homme et poussa un petit gémissement, étouffé mais chargé d'une émotion animale impossible à décrire. Matthew s'agenouilla, l'enlaça, les 2 bras entourant son cou, les larmes jaillissant enfin. « Je suis désolé mon vieux. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé. » Max remua la queue, doucement, comme pour dire « Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. » Cassie, debout en retrait, sentit un poids quitter sa poitrine. Elle avait espéré ce moment sans jamais oser y croire, et maintenant il était là, vivant, bien réel, porté par l'amour silencieux d'un chien qui avait refusé d'abandonner. 1 heure plus tard, dans la chambre stérile où Hope dormait paisiblement, Matthew se tenait debout, immobile. Il regardait ce petit être à travers la paroi en plexiglas. Cassie l'accompagnait. « Elle est forte, dit-elle. Elle s'est battue dès la première minute. » Matthew hocha lentement la tête. « Jennifer, elle... » Cassie posa une main sur son bras. « Elle a eu peur, mais elle vous a fait confiance. Et elle lui a donné un nom, Espoir. » Matthew ferma les yeux. « C'est plus qu'un prénom. C'est ce qui m'a tenu en vie toutes ces années. » Ils restèrent ainsi, en silence, à contempler ce bébé qui n'aurait jamais dû survivre, ce chien qui n'aurait jamais dû revenir, et cet homme qui n'aurait jamais dû être retrouvé. Et pourtant, tous 3 étaient là, réunis. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital devint un lieu d'espoir. Les médias reprirent l'histoire, mais Cassie fit tout pour protéger l'identité de Hope. Elle refusa les interviews, détourna les caméras. Ce n'était pas une fable pour le journal de 20 heures, c'était la vraie vie, avec ses cicatrices, ses pertes et ses rédemptions. Matthew, après avoir prouvé son identité et confirmé sa paternité par un test ADN, fut autorisé à rester auprès de sa fille. Il passa des nuits entières à son chevet, Max couché sous le berceau, veillant comme toujours. Mais une question persistait dans l'esprit de Cassie. Une question qu'elle finit par poser un soir, alors que le soleil couchant baignait la chambre d'une lumière dorée. Pourquoi Max a-t-il choisi cet hôpital ? Pourquoi pas un autre ? Matthew leva les yeux. J'y ai été soigné. Il y a 9 ans ? Après une mission difficile. Juste quelques jours. Mais je m'en souviens. Peut-être que lui aussi. Peut-être qu'il savait que c'était là qu'il fallait aller. Cassie hocha lentement la tête. Il savait. 1 semaine plus tard, Hope quitta enfin le service néonatal. Elle n'était plus cette frêle silhouette sous tubes et capteurs. Elle respirait seule, ouvrait grand les yeux, agrippait le doigt de son père avec une force déconcertante pour sa taille. Matthew la tenait dans ses bras, comme on tient un trésor, avec cette prudence mêlée d'émerveillement qu'ont ceux qui ont tout perdu, puis tout retrouvé. Dans le hall de l'hôpital, une petite cérémonie improvisée réunit les membres de l'équipe soignante. Pas de caméra, pas de discours pompeux, juste quelques infirmières, un médecin, un agent de sécurité et Cassie. Et bien sûr, Max. Couché calmement aux pieds de Matthew Duciu, il observait la scène comme s'il vérifiait une dernière fois que tout était enfin à sa place. L'administrateur de l'hôpital, M. Langford, remit à Cassie une lettre encadrée de reconnaissance pour services exceptionnels ayant permis le sauvetage d'une vie humaine en dehors de tout protocole. Elle ne put retenir un petit sourire.
Ce n'était pas ce papier qui comptait, c'était le regard de Hope, endormi contre son père. C'était Max, la tête posée sur ses pattes, détendu pour la première fois depuis des jours. Quelques semaines plus tard, dans une maison modeste en périphérie de la ville, Matthew s'installait une nouvelle vie. Aidé par une association d'anciens combattants, il avait obtenu une pension et un petit logement. Il avait refusé toute médiatisation. Ce qu'il voulait, c'était la paix. Et sa fille. Max avait son coussin à côté du berceau, qu'il ne quittait que pour suivre Matthew dans les parcs alentours. La ville connaissait à présent leur histoire, mais les habitants respectaient leur intimité. Ils saluaient, souriaient, mais n'insistaient pas. Une sorte de pacte tacite s'était formé autour d'eux. Ils ont déjà assez traversé. Cassie, quant à elle, continuait de travailler à l'hôpital, mais elle passait parfois chez eux. Le lien avec Hope était indéfectible. Elle était devenue une présence familière, presque une tante de cœur. Matthew avait souvent du mal à mettre en mots ce qu'il ressentait en sa présence. La gratitude, la reconnaissance et un respect profond, car sans elle, ni Hope ni Max ne seraient là aujourd'hui. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles commençaient à tomber, Cassie reçut un appel de Reyes. Sa voix était enjouée, presque étonnée. « Tu devrais allumer la télé, lui dit-il simplement. » Sur une grande chaîne nationale, un présentateur évoquait une nouvelle loi en discussion au Sénat. Une loi inspirée de l'histoire de Max. Une proposition visant à reconnaître les chiens de guerre comme vétérans à part entière, avec droit à une pension, une protection légale et des soins vétérinaires à vie. À l'écran, une vidéo de Max dans les couloirs de Saint-Bénédicte. Il marchait lentement, mais avec fierté, aux côtés de Cassie et d'une jeune infirmière. Cette fois, la médiatisation n'était pas une exploitation, elle était un hommage. Quelques jours plus tard, un courrier arriva au nom de Max Callahan envoyé depuis Washington. Une lettre officielle reconnaissant ses années de service, ses blessures et ses actes héroïques, avec à la clé un certificat de vétéran. Matthew l'encadra et l'accrocha au-dessus du lit de Hope. « Il fait partie de la famille », déclara-t-il simplement. Le soir même, assis sur le perron, Max à ses pieds, Matthew observa les étoiles. Hope dormait paisiblement à l'intérieur. Cassie venait de partir après un dîner partagé. Il y avait quelque chose dans l'air, une paix rare, presque sacrée. Max leva les yeux vers lui, comme pour dire « Tu peux respirer, maintenant ». Matthew sourit. « Tu sais, je croyais t'avoir perdu pour toujours. Mais t'étais là. T'as toujours été là. » Max ferma les yeux, comme s'il acceptait enfin de se reposer. Et dans cette maison modeste, quelque part au cœur de l'Arizona, une petite fille s'endormit, bercée par la respiration régulière d'un chien revenu de l'enfer, d'un père retrouvé, et d'un monde qui parfois savait encore réparer ce qu'il avait brisé. Mais toute histoire, même les plus lumineuses, laisse derrière elle une ombre. Un mois après le retour de Matthew dans la vie civile, une convocation officielle lui fut adressée. Pas de cérémonie, pas de médaille, une simple lettre émanant du département de la Défense, signée d'une main anonyme. Il devait témoigner devant une commission interne sur les circonstances de son abandon en terrain hostile et sur le statut de son chien militaire, Max, considéré jusqu'alors comme perdu en opération. Matthew resta figé en lisant ces mots. Max, après tout ce qu'il avait fait, n'était toujours pas reconnu comme un survivant, mais plutôt comme une anomalie administrative. Cassie, en apprenant la nouvelle, serra les poings. Elle avait tout donné pour Hope, elle avait cru que les choses changeraient. Mais cette convocation montrait que, pour l'armée, les anciennes règles avaient la peau dure. Quelques jours plus tard, dans une salle de conférence grise du centre des anciens combattants de Tucson, Matthew se présenta seul. Pas d'avocat, pas de costume, juste lui, son regard droit, et dans la salle d'attente, Max, couché sagement au pied de Cassie, venu en renfort moral. Matthew entra dans la pièce. Face à lui, 5 représentants militaires, dont une colonelle au regard dur. Ils l'interrogèrent pendant des heures sur sa mission, sur l'explosion, sur sa disparition. Et surtout, comment Max avait-il survécu? Comment avait-il contourné tous les contrôles vétérinaires? Pourquoi l'avoir gardé auprès d'un bébé? Matthew répondit calmement sans hausser le ton. Il raconta l'Afghanistan, la patrouille qui avait mal tourné, les communications coupées. Il parle de Max, ce chien qui avait ignoré ses blessures pour rester auprès de lui, qu'il avait léché quand il était inconscient, qui avait tenté d'attirer les secours avec des aboiements désespérés. Il raconta comment, après l'explosion, ils avaient été séparés et comment Max était revenu. Ce chien, dit-il, en regardant chaque membre de la commission dans les yeux,
a fait plus pour ma réhabilitation que tous vos protocoles réunis. Et si vous ne comprenez pas ça, alors vous ne méritez ni lui ni moi. Le silence fut total. À l'extérieur, Max se leva soudainement. Cassie sentit qu'il percevait quelque chose. La porte s'ouvrit. Matthew sortit, droit, fier. « Ils vont réfléchir, dit-il. » Et c'était suffisant, parce qu'il ne demandait plus la permission. Il vivait déjà dans la vérité. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire prit une ampleur nationale. Plusieurs vétérans prirent publiquement la parole. Des témoignages affluèrent, des chiens oubliés, des maîtres perdus, des retrouvailles rendues impossibles par des lois rigides. Max devint un symbole, pas seulement d'un sauvetage, mais d'un système à réparer. À Washington, le Congrès reçut une pétition de plus de 100 000 signatures. Une proposition de loi fut déposée, la loi Max, pour garantir aux chiens militaires un statut complet de vétérans avec droit à une pension, à des soins et surtout à être réunis avec leur maître après la fin de leur mission. Cassie participa à une émission télévisée, la voix posée, les mots choisis mais le regard déterminé. Elle n'était pas une militante, elle était une femme qui avait vu un chien sauver 2 vies. Et ça, disait-elle, valait plus que tous les discours du monde. Matthew, de son côté, retrouva une forme d'équilibre. Il s'inscrivit à des cours de mécanique, travailla quelques heures par semaine dans un garage. Hope grandissait vite. Ses premiers gazouillis, ses sourires, chaque moment était un miracle. Max dormait maintenant au pied de son berceau, puis se relevait à l'aube pour suivre Matthew dans le jardin. Une routine simple, sans guerre, sans silence pesant, juste une paix fragile mais précieuse. Et puis, un jour, une lettre. Une enveloppe blanche timbrée à Washington. Cassie l'ouvrit avec Matthew. À l'intérieur, une lettre officielle du département de la Défense. À compter de ce jour, Max Callahan est reconnu comme vétéran canin des forces armées des États-Unis. Tous les droits et honneurs lui sont dus. Signé par la secrétaire à la Défense elle-même, Matthew regarda Max puis Cassie. Il est temps. Le 11 novembre, jour des anciens combattants, une cérémonie fut organisée au mémorial de Prescott Valley. Un lieu sobre, mais chargé de sens. Matthew n'avait pas voulu de faste. Il avait accepté la proposition uniquement à condition qu'aucun discours politique ne soit prononcé, que seuls les vétérans puissent de prendre la parole. Ce jour-là, l'air était frais, chargé d'émotions contenues. Les drapeaux flottaient lentement dans le vent d'automne. Des familles étaient venues avec leurs enfants, des hommes en uniforme, d'autres en civil, portant leurs médailles sur des vestes usées par le temps. Et au centre de la foule, Max. Il portait un harnais flambant neuf, frappé du sceau officiel des forces armées. À ses côtés, Hope, blottie contre la poitrine de Matthew dans un porte-bébé kaki, et Cassie, droite comme un roc, observait la scène en silence. Lorsque son nom fut cité par le présentateur de la cérémonie, une salve d'applaudissements monta, sincère, émue. Elle refusa de monter sur l'estrade. Elle resta là, au pied du monument, une main posée sur l'épaule de Matthew. Puis vint le moment tant attendu. Un ancien colonel, en larmes, lut les quelques lignes officielles. Par ses actes, le sergent Max Callahan a prouvé sa fidélité indéfectible à son unité, à sa mission et aux valeurs fondamentales de cette nation. Aujourd'hui, nous l'honorons non comme un animal, mais comme un frère d'armes. Il s'agenouilla devant le chien, lui tendit une médaille accrochée à un ruban bleu marine et l'attacha au harnais de Max. Ce dernier ne bougea pas. Il semblait comprendre. Toute l'assemblée se leva, un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains vétérans saluèrent, d'autres pleuraient, et Matthew, lui, restait immobile, la tête légèrement baissée, écrasé par l'émotion. Ce moment n'était pas seulement un hommage, c'était une réparation, une reconnaissance de tout ce que Max avait traversé, enduré, offert. Ce chien n'était pas qu'un héros, il était la preuve vivante qu'un être brisé peut revenir, peut se battre, peut sauver. Après la cérémonie, un petit comité se retrouva au café des vétérans. L'ambiance était simple, chaleureuse. Max s'endormit sous une table, la médaille toujours accrochée à son flanc. Hope gazouillait dans les bras de Cassie, qui riait pour la première fois depuis des semaines. Matthew servait le café, et tout le monde parlait doucement, comme si ce jour était sacré. Mais au-delà des hommages, de la médaille et des discours, c'est dans les jours suivants que les vraies transformations apparurent. L'hôpital Saint-Bénédicte annonça la mise en place d'un programme pilote d'accueil pour chiens de service aux urgences. Inspiré directement par Max, le projet fut baptisé Unité Hope. Une plaque fut accrochée dans le hall « À tous les héros qui n'ont pas de mots mais changent des vies ». Matthew reçut aussi un appel inattendu d'un centre de réinsertion pour anciens militaires.
Ils lui proposèrent de devenir instructeur auprès de jeunes recrues, de parler de son expérience avec Max. Au départ, il hésita, mais Max, comme toujours, sembla lui répondre avant qu'il ne parle. Il leva les yeux, puis posa sa tête contre la jambe de son maître, comme pour dire « Transmets ce que nous avons vécu. N'oublie pas ». Alors Matthew accepta. Il commença à donner des conférences dans plusieurs États. Il ne parlait jamais longtemps, juste assez. Il montrait une photo de Hope, puis une autre de Max dans la forêt, lors de son retour. Il ne donnait pas de leçons, il racontait. Et à chaque fin de séance, il sortait une balle de tennis, la lançait doucement, et Max la ramenait. Toujours. Ce rituel devint un symbole dans les cercles de vétérans. Le signal qu'on peut revenir, malgré les cicatrices, 1 an s'était écoulé. Et pourtant, tout semblait à la fois lointain et intensément présent. Dans cette petite maison de Prescott Valley, la routine était devenue un sanctuaire. Hope avait appris à marcher. Ses premiers pas, elle les avait faits entre 2 piliers. Cassie, à genoux, les bras tendus, et Max, assis, immobile, son regard brillant d'un calme bienveillant. Elle avait trébuché, ri, et s'était agrippée à son oreille comme à une poignée de sécurité. Et Max, stoïque, avait accepté sans broncher. Il était là pour elle, il avait toujours été là pour elle. Matthew, quant à lui, allait mieux. Il dormait, vraiment. Il n'avait plus ces sursauts en pleine nuit, plus cette angoisse sourde au moindre bruit. Il se levait tôt, préparait le petit déjeuner, promenait Max, puis déposait Hope chez Cassie avant de se rendre au centre des anciens combattants où il travaillait à mi-temps. Il parlait peu de ce qu'il avait vécu, mais il n'en fuyait plus les souvenirs. Il les avait apprivoisés, grâce à Max, grâce à Hope et grâce à Cassie. Un soir d'été, alors que la lumière dorée filtrait à travers les rideaux de la cuisine, ils se retrouvèrent tous les 3 autour d'un dîner simple. Du maïs, des pommes de terre rôties, du poulet. Hope babillait dans sa chaise haute, mâchant ses petits morceaux avec sérieux. Max, couché sous la table, observait la scène avec la sérénité d'un sage. Cassie leva les yeux vers Matthew. « Tu te rends compte que tout ça, ça n'aurait pas existé sans lui ?» Matthew hocha la tête. « Je sais, je crois que j'ai passé ma vie à attendre un signe. Et lui, il en a été un. » Elle sourit. « Il t'a ramené vers la vie. » Un long silence suivit. Non pas un silence gênant, mais un de ces silences pleins, où les regards parlaient de plus fort que les mots. Puis Cassie ajouta doucement « Tu as déjà pensé à lui écrire ?» Matthew la fixa. « À Max ?»« Oui, une lettre. Quelque chose pour que Hope comprenne plus tard ce qu'il a fait, ce qu'il représente. » Cette nuit-là, alors que le monde dormait, Matthew s'assit à son bureau. Il prit une feuille, un stylo et écrivit « À toi, Max. Tu es arrivé dans ma vie comme un soldat, dressé, discipliné, prêt à obéir. Mais tu es reparti comme bien plus que ça. Tu es revenu quand plus personne ne m'attendait. Tu as traversé des forêts, des villes, des frontières, sans jamais oublier notre mission. Et tu m'as ramené quelque chose que je croyais perdu, l'espoir. Tu as sauvé ma fille, tu m'as sauvé moi. Un jour, elle lira ces mots. Elle comprendra que tu n'étais pas juste un chien. Tu étais le lien entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Mon frère d'armes, mon gardien, merci Max. Pour tout, il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et la rangea dans une boîte en bois avec une photo de Max au front, une médaille et un collier de cuir usé. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle continua, pas avec des rebondissements spectaculaires, pas avec des sirènes ni des feux d'artifice. Non, elle continua avec la douceur des choses simples. Un anniversaire fêté dans un parc, avec une petite fille soufflant une bougie sur un cupcake, un chien vieillissant allongé à l'ombre d'un arbre, une femme qui riait et un homme qui, pour la première fois, se sentait vraiment à sa place. Et parfois, à l'aube, quand tout était encore silencieux, Max s'asseyait seul devant la porte, regardant l'horizon, comme s'il sentait encore, au loin, la trace des routes qu'il avait parcourues. Il n'aboyait pas, il n'attendait rien, il contemplait simplement, fier, apaisé et profondément aimé. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas une guerre qu'il avait gagnée, c'était une famille qu'il avait reconstruite.